Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler de deux sœurs assez particulières, June et Jennifer Gibbons, ou encore les jumelles silencieuses. June et Jennifer Gibbons sont nées le 11 avril 1963 à La Barbade. Mais peu de temps après leur naissance, leur famille part habiter au Pays de Galles. Dès leur plus jeune âge, les deux sœurs se montrent inséparables, mais surtout mystérieuses. Elles communiquent très peu avec le monde extérieur et développent même un langage qui n'appartient qu'à elles. En plus de tout ça, elles sont les seuls enfants noirs de leur école, ce qui, dans les années 60 et 70 au Pays de Galles, leur vaut d'être victimes de racisme. En plus de ce rejet social, leur comportement réservé et leur refus de parler à quiconque d'autre renforcent leur marginalisation. Progressivement, les Gibbons se renferment de plus en plus sur elles-mêmes, se coupant presque totalement du monde extérieur. En grandissant, June et Jennifer s'enferment encore davantage dans leur monde secret en créant désormais un langage encore plus complexe, incompréhensible pour quiconque. Le truc, c'est que leur refus de communiquer avec d'autres personnes conduit les autorités scolaires et médicales à s'inquiéter sérieusement de leur état. On tente même de les séparer à plusieurs reprises dans l'espoir de les forcer à parler aux autres, mais cela ne fait qu'aggraver leur mutisme. Chaque fois qu'elles sont séparées, l'une ou l'autre tombe dans un état catatonique, incapable de fonctionner sans la présence de sa sœur. En plus de ça, pendant leur adolescence, les jumelles commencent à manifester des comportements étranges. Elles se réfugient dans l'écriture et créent des histoires sombres, souvent violentes, qui reflètent leur isolement et leur frustration. Bien qu'elles aient trouvé un moyen d'exprimer leur créativité à travers l'écriture, cette période de leur vie est marquée par une tension de plus en plus palpable entre elles. Leur relation, qui est fusionnelle à la base, devient toxique. Elles semblent même coincées dans une dynamique où l'une tente constamment de dominer l'autre. Bref, une relation pas très saine. Dans les années 1970, alors qu'elles sont encore adolescentes, les jumelles commencent à commettre des vols dans les magasins, à vandaliser des biens et à semer le trouble dans leur communauté. Mais c'est en 1981 que tout a basculé. Elles sont arrêtées après avoir mis le feu à un bâtiment. Lors de leur arrestation, les autorités prennent conscience du degré de danger que représente leur relation symbiotique. Les experts en santé mentale recommandent même qu'elles soient internées dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité. Oui, c'est pour vous dire. Elles sont donc envoyées à Broadmoor, un hôpital réservé aux criminels atteints de graves troubles mentaux. À Broadmoor, June et Jennifer sont séparées dans des unités différentes, ce qui va encore amplifier la tension entre elles. Oui, elles sont toujours liées par leur relation profonde, mais elles commencent aussi à exprimer des sentiments de haine l'une envers l'autre dans leurs journaux intimes, comme si chacune voyait l'autre comme la cause de ses malheurs. Leur comportement à Broadmoor se dégrade fortement. Elles refusent de manger, de parler pendant des jours. Elles alternent entre des périodes de rébellion et d'inertie complète. À Broadmoor, elles sont en plus traitées comme des criminelles dangereuses. Elles passent de longues journées sous surveillance constante et cet isolement qui est pourtant recommandé pour réduire leur dépendance mutuelle ne fait qu'aggraver leur état psychologique en vrai. Les journaux intimes qu'elles continuent de tenir révèlent à quel point cette période les a détruites de l'intérieur. Elles décrivent dans leurs écrits des sentiments d'enfermement non seulement physique, mais aussi mental et émotionnel. Elles se reprochent mutuellement leur situation, ce qui va entretenir une relation à la fois d'amour et de haine. Jennifer écrit souvent qu'elle se sent persécutée par June, tandis que June dit que Jennifer contrôle sa vie. À la fois, elle déteste être séparée et ça les brise, et à la fois, elle se déteste et ne se voit plus coexister. Bref, un sentiment assez étrange. C'est durant cette période que Jennifer commence à parler d'une solution radicale pour briser cette dépendance. Elle va mourir pour que June puisse vivre. Leur séjour à l'hôpital dure près de 12 ans, bien plus longtemps que la peine de nombreux criminels condamnés pour des délits similaires. Mais en 1993, un événement va changer le cours de leur histoire et mettre fin, si on peut dire ça comme ça, à ce cauchemar. En 1993, après 12 longues années, une décision est prise pour transférer June et Jennifer dans un hôpital psychiatrique de moindre sécurité. Le truc, c'est que peu de temps avant le transfert, Jennifer fait une déclaration assez troublante. Elle dit à plusieurs personnes, dont les médecins, qu'elle sent sa mort approcher. Personne ne la prend réellement au sérieux, pensant qu'il s'agit simplement d'une manifestation de son état psychologique. Sauf que le jour de leur transfert, Jennifer est soudainement prise d'un malaise.
Elle tombe dans un état de léthargie profonde. Elle est immédiatement emmenée à l'hôpital, bien sûr, mais à peine quelques heures plus tard, Jennifer Gibbons est déclarée morte. La cause officielle de sa mort est une myocardite aiguë, mais les médecins ne trouvent aucune explication pour cette soudaine dégradation de son état de santé. On dirait qu'elle avait littéralement décidé de mourir, comme si elle avait tenu la promesse qu'elle avait faite des années auparavant. Ce décès laisse June dans un état de choc, vous vous en doutez. Pour la première fois de sa vie, elle se retrouve complètement seule, sans la présence de sa sœur jumelle qui avait jusqu'alors dicté chaque aspect de son existence. Malgré le traumatisme, June réagit de manière surprenante. Elle accepte la mort de Jennifer comme une étape nécessaire. Elle déclare même dans des interviews qu'elle sent qu'elle peut enfin vivre, qu'elle est libérée d'une prison mentale. Pour elle, Jennifer s'est sacrifiée pour que June puisse avoir une chance de mener une vie normale. Quelques années après la mort de Jennifer, les autorités médicales décident que June n'a plus besoin d'être internée et elle est alors relâchée de l'hôpital. Sa libération marque un tournant supplémentaire et elle s'efforce de réintégrer la société. Un défi monumental après avoir vécu presque toute sa vie isolée du monde extérieur. Dans plusieurs interviews qu'elle donne, June affirme qu'elle se sent enfin libre et capable de vivre une existence normale. Elle explique aussi que, bien qu'elle aimait profondément sa sœur, leur relation était étouffante et destructrice. Mais malgré cette volonté de tourner la page, l'histoire des jumelles Gibbons, et en particulier la mort mystérieuse de Jennifer, continue de fasciner les journalistes, les écrivains et les chercheurs en psychologie. Cette relation fusionnelle et à la fois toxique, ponctuée par un silence volontaire et un langage secret, reste l'une des plus étranges et des plus captivantes histoires psychiatriques. Est-ce que c'est vraiment une décision consciente de sa part ou est-ce que c'est le résultat d'années de stress et de tourments émotionnels? On ne saura jamais. Voilà, bon mais écoutez, la vidéo est terminée. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler de cette histoire qui est assez étrange et à la fois assez fascinante. Moi qui adore comprendre comment fonctionne le cerveau humain, les comportements humains, etc., j'avoue que ça m'a beaucoup intriguée cette histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Quoi qu'il arrive, je vous récupère pour en dire au revoir, comme d'habitude. Et bien écoutez, on se fait le gros bisou, on se dit à vendredi prochain. Gros bisous.